Bien, alors pour vous aider à donner des définitions correctes en vue de l'interrogation qui est prévue la semaine prochaine, je vous rappelle que nous avons défini aujourd'hui les acronymes concernant les migrants et les personnes qui bénéficient d'une assistance et d'une protection de l'État après avoir traversé les frontières, même illégalement. Pour les autres mots, je vais vous les donner rapidement dans l'ordre alphabétique, tel que je les ai moi-même trouvés en parcourant la prise de notes, en tout cas la version numérisée de celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une aristocratie? Ça peut être un mot désignant un type de régime gouverné par ce qu'on appelle entre guillemets les meilleurs. Autrement dit, c'est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à une minorité. Le terme peut aussi désigner la minorité elle-même. Un barbare, donc dans l'Antiquité, est une personne qui ne parle pas le grec ou qui ne parle pas le latin, du point de vue donc des Grecs ou des Romains. Autrement dit, c'est un étranger au sens culturel du mot. À l'époque moderne, le terme barbare est connoté péjorativement, c'est un sauvage, c'est quelqu'un qui n'est pas civilisé. Et le terme a été donc employé à partir du 19e et du 20e siècle dans un sens un peu différent de celui de l'Antiquité où l'emploi était beaucoup plus neutre. Un citoyen est idoine quand il a les qualités lui permettant d'exercer une magistrature, une fonction au nom de l'État. Cette qualité peut être héréditaire, ça n'est pas une compétence au sens actuel du terme. Un citoyen est suffisant quand il a la capacité financière lui permettant de payer les charges incombant à sa personne. Donc un citoyen élu à une fonction est suffisant s'il peut la financer. Une civilisation, c'est une communauté de personnes, une société définie par sa manière de vivre et de voir les choses. Voilà. Ne pas confondre avec une culture, même si l'usage allemand, voire anglo-saxon du mot culture, revient à peu près à créer une équivalence entre les deux termes. La civilisation, c'est un terme employé plutôt au 19e et 20e siècle, c'est la communauté des êtres humains, donc civilisés, éclairés, supérieurs, donc bénéficiant des avantages de la civilisation industrielle. Une cité, on appelle ça en latin civitas, ou bien une police en grec, c'est un État gouverné par ses citoyens, un État dont les citoyens font la loi, synonyme plus ou moins de république. Une constitution, c'est donc un ensemble de règles qui permettent d'administrer une cité et qui stipulent forcément la séparation des trois pouvoirs. Vous pouvez aussi dire que c'est une sorte de contrat liant les gouvernants ou gouvernés, mais à condition toujours qu'il y ait une séparation stricte des trois pouvoirs. La culture, c'est donc, on le disait tout à l'heure, la façon dont une société pense, la façon dont les mentalités s'organisent, un ensemble de socles communs, de préjugés, de convenances, etc. Cultura mentis, c'est un terme d'origine cicéronienne. Le culturalisme, c'est donc une posture, une idéologie qui consiste à classer les populations, les sociétés, en fonction de leur degré de culture ou de civilisation, pour parler comme au XIXe siècle. La bipolarisation Est-Ouest, alors c'est évidemment un processus d'opposition entre le monde oriental, donc communiste, et l'Occident. C'est quelque chose donc qu'on peut situer dans le temps entre 1945 et 1991. La démagogie, c'est donc une posture, une attitude mal vue, mal perçue, consistant pour les hommes politiques ou les femmes politiques à mentir au peuple sciemment pour le contrôler ou pour se faire élire, pour le flatter éventuellement, plutôt que de lui dire la vérité.
La démocratie, c'est donc un régime dans lequel non seulement le gouvernement et les lois sont faites sont faits par les citoyens, mais où les citoyens sont égaux entre eux. Dans une démocratie directe, ce sont donc les citoyens réunis en assemblée qui vont voter les lois, les discuter, les proposer et gouverner. Dans une démocratie représentative, au contraire, les citoyens sont censés gouverner la cité, mais en réalité, ils confient cette mission à des élus. Euh, le pavage fondamental, c'est un terme, une expression, on va dire, un petit peu habituelle pour faire référence euh, à la carte politique du monde. Autrement dit, le pavage fondamental, c'est l'ensemble des 200 États à peu près qui se partagent la planète. Donc on parle de pavage pour comparer le dessin des frontières et donc des territoires à des briques ou à des dalles sur un plancher. Voilà. La dualité nord-sud, c'est le clivage qui s'est instauré entre des pays riches, industrialisés, développés, et d'autres qui seraient vus comme des États en voie de développement. Donc cette dualité entre un nord global et un sud global qui ne correspondent pas au nord et au sud géographique, bon, et notamment une réalité géographique depuis que Willy Brandt a dessiné la limite nord-sud avec suffisamment de précision dans les années 80. L'ethnocentrisme, c'est donc une idéologie ou une posture qui consiste à faire en sorte de présenter sa propre population, sa propre civilisation, son propre monde culturel comme étant supérieur aux autres. La géographie en tant que science, c'est l'étude de la Terre, sa description. La géopolitique en tant que science, c'est l'étude des interactions, ou si vous préférez, des effets de la géographie sur la politique, sinon des interactions entre géographie et politique. Maintenant, on a vu que cette étude des interactions entre la géographie et la politique s'accompagnait d'emprunts de multiples autres disciplines que la géographie. Les géopoliticiens sont ceux qui font la géopolitique, ce sont des acteurs des relations internationales. Les géopolitologues sont ceux qui étudient les relations internationales et qui donc en fait sont les scientifiques dans le cadre de la géopolitique. La géostratégie, c'est la même chose que la géopolitique, simplement le terme est d'origine anglo-saxonne, il est moins connoté et il insiste sur l'étude donc de l'interaction entre la géographie et la politique et les conflits, plutôt que sur la politique en général. L'histoire-géographie, donc un enseignement assez typiquement français, dans le cadre duquel les disciplines historiques et géographiques sont mêlées, alors que par tradition, dans d'autres systèmes d'enseignement, y compris secondaires, ce sont des matières complètement différentes. En tant que science, l'histoire, c'est une discipline consistant à l'étude du passé, et quelquefois le mot sert à désigner le passé lui-même. Bon, donc une étude normalement rationnelle, basée sur des faits établis et sur des hypothèses qu'on essaie de vérifier. L'isocratie, c'est le principe d'égalité de pouvoir entre tous les citoyens. Ça veut dire, par exemple, le suffrage universel au XIXe siècle, à l'époque où tous les hommes adultes et détenteurs de la citoyenneté ne sont pas autorisés à voter. L'isonomie, c'est l'égalité devant la loi, en grec isonomia, et pour Hérodote, c'est la définition même de la démocratie athénienne. On voit bien d'ailleurs que c'est pour cette raison-là, parce qu'il y a isonomie, que Aristote considère que la démocratie ne peut pas être autre chose qu'une démagogie. L'impérialisme, c'est un terme défini en 1902. Ça consiste donc à
une attitude de domination exercée par un État aux dépens d'un ou plusieurs autres États grâce à sa force économique. Donc l'impérialisme est une politique ou une doctrine visant à exercer une forme d'hégémonie basée sur ses moyens financiers, industriels, commerciaux. L'impérialisme en général, parce qu'à partir du moment où le mot a été inventé et utilisé abondamment au XXe siècle, on l'a appliqué à toutes sortes de situations, même très antérieures. À chaque fois qu'un État en a dominé d'autres, on a parlé euh, d'empire et donc d'impérialisme, soit politique, soit culturel, soit diplomatique, etc. On continue aujourd'hui à parler d'impérialisme dans un sens qui n'est pas forcément celui décrit plus haut, donc c'est pas forcément une domination uniquement économique. On parlera d'impérialisme culturel américain, par exemple, pour évoquer la domination actuelle de l'anglais ou bien du cinéma d'Hollywood sur nos sociétés. Alors, une nation, c'est avant tout, du point de vue du vocabulaire actuel des relations internationales, un État. Pas confondre avec une nationalité ou avec une ethnie ou avec un peuple. Donc une nation, c'est un État, autrement dit un pays en langage vulgaire. AMN, on en a parlé donc ce matin, comme pour AME et ASE, je n'y reviens pas. Un METEC, on l'a également expliqué ce matin. Un migrant, donc en géographie, c'est juste une personne qui quitte un territoire et traverse une ou plusieurs frontières dans l'intention de quitter le pays d'origine, au moins pendant une très longue durée, voire définitivement. Bon, en politique, ce qu'on appelle les migrants, ce ne sont pas des émigrés ou des immigrés en situation régulière, mais plutôt des personnes qui sont en train de participer à un flux d'un pays vers un autre et qui n'ont pas acquis d'autorisation de séjour ou encore moins de nouvelles nationalités en cours de ce déplacement. Voilà. La monarchie est le gouvernement d'un seul, bon, souvent synonyme de royauté pour nous. Un pérégrin, donc un étranger, mais on a vu ce matin encore, on a rappelé qu'il s'agissait d'un terme de droit, et ça s'appliquait donc à des gens qui ne bénéficient pas du même statut juridique que la masse de la population. Le terme est donc latin, ça s'applique aux Romains qui ne sont pas citoyens romains essentiellement. Un peu plus de culture, c'est dans la vision géopolitique germanique du 19e siècle, un peuple décivilisé. Les peuples de nature, eux, dans la même logique, ce sont les peuples euh, sauvages, hein, non civilisés, les indigènes, si vous voulez, dans les pays que l'Europe colonise à l'époque. Et ces indigènes ne sont pas considérés comme cultivés ou civilisés, sauf s'ils disposent d'une littérature écrite, d'une histoire nationale propre, où là, malgré leur infériorité, les Européens leur concèdent le fait qu'ils sont à peu près civilisés. Donc les peuples de nature, c'est plutôt la civilisation africaine parce qu'elle est essentiellement orale, que la civilisation du Maghreb ou de l'Inde, qui pour les Européens est à un stade de civilisation plus avancé. Le pouvoir exécutif, c'est donc le pouvoir de gouverner un État, d'exécuter donc les lois. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire les lois, surtout pas de les voter seulement, mais de les faire, de les proposer, de les amender, de les défaire. Donc là, c'est plutôt le fait du Parlement, normalement. Le Parlement se voit réserver par tradition le pouvoir législatif dans les démocraties indirectes, représentatives qu'on a mis en place à partir du XVIIIe siècle. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de dire le droit, autrement dit, d'interpréter la loi, de dire si quelque chose est légal ou pas. Beaucoup plus que ça ne serait le pouvoir de juger, simplement. Le racialisme est donc une attitude, une idéologie qui considère à considérer les sociétés, les populations et les étudier sous l'angle de la race à laquelle elles appartiennent. C'est assez peu différent du racisme, sauf que le racialisme prétend ne pas être objectif et ne pas forcément induire de préjugés. Le racisme, c'est beaucoup plus net, c'est une façon de considérer les populations ou les personnes en fonction de leur race et de lier cette considération à des stéréotypes souvent assez défavorables, hein,
même si il y a un suprémacisme blanc, par exemple, qui consiste à penser que la race blanche est supérieure. Donc c'est une forme de racisme qui, pour le coup, n'est pas péjoratif pour la population ou la catégorie visée par cette euh, affirmation. Mais on voit bien que par contre-coup, toutes les autres populations sont évidemment dénigrées. Une république, en grec, on parlera de politeia, c'est le régime qui caractérise la cité. Donc, dans une république, il y a des lois établies par les citoyens, et ce sont ces lois qui limitent les pouvoirs et les droits et la liberté des citoyens et des habitants de l'État en question. Toutes les républiques ne sont donc pas forcément démocratiques. Et en fait, dans les cités grecques, euh, Athènes est une exception, la plupart des cités grecques ne sont pas démocratiques, c'est-à-dire que leurs citoyens, donc la partie de la population minime en plus à l'époque, hein, qui fait la loi, est composée de citoyens inégaux entre eux. Bon, la science politique, c'est donc une discipline de la connaissance qui s'intéresse au fonctionnement des États, donc au fonctionnement des républiques essentiellement, mais toute autre forme d'État, et éventuellement qui s'intéresse par ailleurs aux relations entre les États. Donc la science politique est assez proche de la science dite des relations internationales. La tyrannie, c'est le pouvoir donc d'un seul homme, quand cet homme seul euh, exerce le profit dans une intention nuisible. Autant la monarchie est un terme relativement neutre, voire, si on suit l'interprétation d'Aristote, un terme positif, le terme de tyran est appliqué à un monarque mal inspiré, à quelqu'un qui exerce le pouvoir seul, mais d'une mauvaise manière. On ira jusqu'à parler de despotisme par la suite, quand le tyran est particulièrement excessif et violent. Bien, et ce matin, on a expliqué donc à nouveau ce qu'était le libéralisme. C'est un peu la foi en la liberté comme valeur essentielle à sauvegarder dans le système politique. Les libéraux ne sont donc pas toujours d'accord avec certains démocrates, les démocrates ayant par tradition promu l'idée d'égalité également. Bon, dans la pratique, il est difficile de concilier la liberté avec l'égalité. L'équilibre entre les deux valeurs est assez délicat. Donc on parlera de libéraux et pas de libéralistes surtout, s'il vous plaît, quand on aura affaire à des dirigeants de partis politiques, des philosophes ou même des simples citoyens qui désirent sauver absolument la liberté individuelle et collective. On peut la préserver le plus possible, même si, par contre-coup, cela conduit à accepter des inégalités dans la société et entre les citoyens. Bon, on peut considérer que dans notre programme scolaire, nous avons une orientation assez libérale, puisque les exemples que nous avons à étudier sont des exemples de démocratie libérale, de démocratie représentative, qui est le modèle qui est dominant depuis le XVIIIe siècle, en tout cas dans nos pays. Bon voilà, donc je vous ai fait un petit résumé des notions que nous avons rencontrées depuis le début du trimestre. Toutes ces notions, le fait que vous ne les retrouviez pas dans vos notes montre que vos notes ne sont pas très très bien conçues. Parce que, évidemment, ce n'est pas l'ensemble du cours que vous êtes obligé de noter, mais bien les notions dont je vous ai dit, ce n'est pas une surprise, qu'on les réutilisera plus tard. Bon, alors prenez la peine de les réviser, d'être prêt donc à l'interrogation de lundi. Vous voyez qu'on arrive à une cinquantaine de termes, mais en réalité, je vous en proposerai seulement 30. Donc il y en a peut-être une vingtaine que vous apprenez pour rien. C'est pas vous qui choisissez, hein. Il y en aura une trentaine et il faudra donner au moins 20 bonnes définitions. C'est ça le jeu. Allez, bon courage, au revoir.